Cheikh Ahmadou Bamba, une figure emblématique du Sénégal dont l'influence perdure à travers les générations. Son parcours est une illustration profonde de la résistance spirituelle et de la transformation sociale face à l'adversité coloniale. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, 1853-1927, plus connu sous le nom de Serigne Touba, est le fondateur de la confrérie mouride, un courant soufi de l'islam qui a profondément marqué le paysage religieux, social et économique du Sénégal. Il est vénéré pour sa piété, son érudition et sa résistance pacifique face à la colonisation française. Naissance, famille et éducation. Précoce 1853, 1804, 21. Naissance et origine familiale. Cheikh Ahmadou Bamba est né en 1850. 3. Certaines sources mentionnent 1850-2853 à Mbaké Baol, une ville du centre-nord-est du Sénégal, fondée par son arrière-grand-père Maharame Mbaké. Il descend d'une prestigieuse lignée qui remonte au prophète Mahomet, le rendant shérif par ses ascendants maternels et paternels. Son père, Mam Momar Anta Sali Mbaké, était un érudit respecté, un savant et un cadi, UG islamique, de la confrérie de Gzadir Kadiriya, la plus ancienne du Sénégal. Il fut conseiller du Damel Lat Dior et de Maba Diakhouba. Momar Anta Sali était un enseignant dévoué, privilégiant l'enseignement à la cour des rois. Mame Diarra Bousso, surnommée Diaratou Allah, ou la protégée d'Allah aussi, voisine de Dieu, était une sainte reconnue pour sa grande piété religieuse, originaire de Goléré. Ses ancêtres étaient des tout-couleurs qui avaient quitté le Fouta pour s'installer au Jolof, et leur généalogie remonte à l'imam Hassan, fils d'Ali ibn Ali Talib. Éducation islamique et développement intellectuel. Dès son plus jeune âge, Ahmadou Bamba manifeste un vif intérêt pour la dévotion religieuse, préférant l'étude aux jeux d'enfants. À l'âge de 7 ans, son père le confie à son oncle Thierno Mbousobé pour l'apprentissage du Coran, qui le confie à son tour à Serigne Tafsir Mbaké Ndoumbé, oncle de sa mère, pour compléter ses études coraniques. Il maîtrise presque le Coran à la mort de Tafsir Mbaké, puis achève son apprentissage auprès de son père et d'autres maîtres. Il se plonge dans l'étude des sciences islamiques, devenant un érudit respecté. Il versifie des écrits sur le Tawhid, théologie islamique, comme al-Bahraïm, qu'il intitule Mawahib al-Qudus, 600 vers, intégrés au programme de l'école de son père. Il étudie l'arabe et la poésie auprès de Kalim Adiakate Kala, le cadi du Damel, et finit par le surpasser dans l'art poétique. Son père, reconnaissant son intelligence et sa maîtrise du savoir, lui confie des tâches d'enseignement. Au temps du conquérant Maba Diakhouba, ses parents émigrent au Saloum. Après la mort de Maba, son père retourne au Cayor avec le Damel Lat Dior, tandis qu'Ahmadou Bamba reste au Saloum, s'initiant à diverses disciplines de la théologie islamique auprès de son oncle Samba Tukulurka. Il rejoint ensuite son père à Patar, puis à Mbaké Cayor. L'éveil spirituel et la fondation du mouridisme, 1881-1895. Héritier spirituel et rupture, après la mort de son père en 1881, l'an 1300 de l'Hégire, Ahmadou Bamba, âgé d'environ 30 ans, continue l'enseignement pendant un peu plus d'1 an. Il exprime un profond désir de pénétrer la mystique et la solitude des soufis. Il rompt ses liens avec les dirigeants politiques, y compris Lat Dior, et se tourne vers le soufisme avec une dévotion renouvelée. Il déclare à ses disciples, en 1804, 23 884, que le prophète Mahomet lui est apparu et lui a demandé d'éduquer par la ferveur spirituelle plutôt que seulement par l'étude. Beaucoup de disciples, axés sur la science livresque, s'en vont, mais un petit groupe reste à ses côtés, marquant la naissance de la Mouridiya, la voie qui mène vers Allah. Il met en place un système d'enseignement articulé autour de 3 piliers: l'instruction, l'éducation axée sur la soumission volontaire à un maître, et l'humilité, même pour les nobles, et l'entraînement à la vie, Tarkiya, où les disciples aident leurs marabouts dans la gestion et apprennent les réalités du quotidien. Et doctrine, et il fonde la ville de Touba, au Sénégal, en 1887,
ou 1888, un lieu isolé au sein de la forêt de Mbafar, après avoir eu une vision de lumière pendant une prière. Il y réside pendant 7 ans. La confrérie mouride promeut un islam basé sur le travail, la prière et la dévotion à Dieu. Le travail est perçu comme un acte d'adoration et un moyen de libération économique. Sa devise, le travail c'est la dignité. Il incite ses disciples à travailler ardemment pour subvenir à leurs besoins, tout en étant dévoués à la prière, disant « Travaillez comme si vous ne quitteriez jamais ce monde et priez comme si vous deviez mourir demain ». Son concept de djihad est révolutionnaire. Il s'agit principalement d'une lutte non violente et d'une transformation intérieure. Le djihad al-akbar, le grand combat spirituel contre ses propres faiblesses, s'opposant à toute idée de guerre sainte. Le mouvement est ouvert à tous, indépendamment du statut social, incluant les esclaves et les personnes de toute origine. Ahmadou Bamba est un musulman, soufi, ascétique et mystique, écrivant sur la méditation, les rituels et les études coraniques. Sa croyance est traditionnellement sunnite, affirmant que Allah existe sans endroit. 2. La confrontation avec la colonisation française et les exils, 1895-1912, menace perçue par l'administration coloniale. Le rayonnement grandissant de Cheikh Ahmadou Bamba et son influence sur les masses inquiètent les autorités coloniales françaises et les chefs traditionnels jaloux. Malgré les incitations à prendre les armes, notamment d'Albouri Ndiaye du Jolof, il refuse constamment la violence. En 1889, le gouverneur français Clément Thomas tente de dissoudre le mouvement mouride, mais les disciples résistent, conduisant à une persécution et un exode vers Touba. Les autorités le considèrent comme un potentiel chef militaire, un djihadiste comme les figures de résistance précédentes, El Hadj Omar Foutiyou Tall, Mabad Yacouba, Samori Touré, et cherchent à le contrôler. Premier exil, le Gabon, 1895-1902. Après plusieurs convocations sans succès, Ahmadou Bamba quitte Touba pour Mbaké Bari en avril 1895. Il est arrêté le 10 août 1895 à Djewol, en Mauritanie, alors qu'il se rendait à Saint-Louis pour répondre à la convocation. Transféré à Saint-Louis, siège du gouverneur de l'AOF. Le 5 septembre 1895, le conseil privé dirigé par le gouverneur général Louis Moutet décide de l'envoyer en exil au Gabon. La justification officielle est que son attitude et celle de ses élèves étaient suspectes, sans preuve de prédication de guerre sainte. Face au conseil, Ahmadou Bamba effectue une prière symbolique de 2 rakats et affirme ne se soumettre qu'à Dieu, refusant de signer des déclarations niant l'existence de Dieu. Il aurait été jeté dans une cage avec un lion féroce qui devint docile, un événement qui accrut l'inquiétude coloniale. Il est embarqué le 20 et 1 septembre 1895 sur le paquebot brésilien Pernambuc à destination du Gabon. Le Gabon était alors un lieu de déportation dangereux, où l'on espérait la mort des résistants, craignant qu'une exécution ne fasse d'Ahmadou Bamba un martyr. Il passe 7 ans en exil, dont 5 à Mayumba et 2 à Lambaréné, dans des conditions inhumaines, exposé aux dangers de la forêt équatoriale et à l'isolement total. L'objectif colonial était sa suppression pure et simple. Malgré les souffrances, il ne renonce pas à sa foi et continue d'écrire de nombreux poèmes, khassaïdés, dédiés au prophète Mahomet, utilisant sa plume comme seule arme. Il voit son exil comme une mission divine. Des récits miraculeux entourent cette période, comme sa prière sur la mer, alors qu'il était interdit de prier sur le bateau, ou la mort subite d'un taureau dressé pour le tuer. Il entretient une correspondance avec Samori Touré, également déporté au Gabon, et officie la prière des morts en sa mémoire. Son retour est favorisé par l'intervention du savant mort Cheikh Sidia, l'action de son disciple Cheikh Ibrahima Fall, qui convainc le député François Carpeaux, une chute drastique de la production d'arachide due à la révolte de ses disciples et son propre comportement exemplaire et pacifique. Retour du premier exil et second exil, la Mauritanie 1900-2907,
Il retourne à Dakar le 11 novembre 1902, après 7 ans et 9 mois d'exil. Il est accueilli par ses disciples et acclamé par une foule immense qui le croyait mort. Il fonde le village de Darou Marnane pour l'éducation spirituelle de ses talibés. Cependant, les mouvements de foule et son influence grandissante inquiètent de nouveau l'administration coloniale. Il est arrêté à nouveau en 1903, 6 mois après son retour, et exilé en Mauritanie pendant 4 ans. Il est escorté par 150 tirailleurs et 50 spahis. En Mauritanie, il est entouré de ses disciples soufis et respectés. Il s'oppose à toute tentative de révolte violente de la part de ses adeptes, réaffirmant sa soumission totale à Dieu. Il ouvre une école en Mauritanie pour poursuivre sa mission d'éducation spirituelle. C'est en Mauritanie, en 1904 à Sarsara, qu'il affirme avoir reçu son wird, al-Wirdul Maouzou, directement du prophète Mahomet, en veille, marquant la reconnaissance officielle de l'ordre mouride. Il obtient l'autorisation de revenir au Sénégal le 26 avril 1907, assignation à résidence surveillée, 1009, 107 112. À son retour au Sénégal, il est assigné à résidence surveillée à Thiéyenne, puis à Diourbel, sous surveillance discrète. Il obtient l'autorisation de retourner au Baol et s'installe à Diourbel le 16 janvier 1912, puis en février 1913, il s'établit sur un site qu'il nomme la Maison Bénite, Bukat al-Mubaraka ou Cœur Goumak. IV, la reconnaissance et l'héritage 1912-1927, collaboration et refus des honneurs. Après 1910, les autorités françaises réalisent qu'Amadou Bamba ne désire pas la guerre et décident de collaborer avec lui, voyant sa doctrine comme un atout. Pour sa contribution à la Première Guerre mondiale, le gouverneur lui décerne le diplôme et la croix de chevalier de la Légion d'honneur en janvier 1919. Amadou Bamba accepte le diplôme mais refuse de porter la croix, ses principes religieux s'y opposant. Institutionnalisation du Magal. En 1920 il organise publiquement pour la première fois la commémoration de son départ en exil, connu sous le nom de Magal. Il recommande aux mourides de rendre grâce à Dieu chaque année à cette date par l'adoration, la lecture du Coran et la distribution de repas. Le Grand Magal de Touba est aujourd'hui une célébration annuelle majeure, attirant des millions de pèlerins dès ses postérités. Ahmadou Bamba meurt le mardi 19 juillet 1927 à son domicile de Diourbel, à l'âge de 74 ans. Son corps est transporté à Touba le lendemain et inhumé dans sa maison, aujourd'hui rattachée à la grande mosquée de Touba. Son tombeau est devenu un important lieu de pèlerinage. Il est officiellement remplacé par son fils aîné, Mouhamadou Moustapha Mbaké, à la tête de la confrérie mouride, qui est ensuite dirigée par ses héritiers avec une autorité absolue sur leurs disciples. V. L'œuvre littéraire et l'héritage durable. Œuvre littéraire. Amadou Bamba est un prolifique écrivain. Le nombre de ses écrits est estimé à plusieurs milliers. Fernand Dumont a recensé 41 ouvrages couramment publiés, mais beaucoup sont conservés à la bibliothèque de Daharé Kamil à Touba. Ces écrits, connus sous le nom de Khassaïdes, sont encore récités et chantés aujourd'hui. Parmi ses œuvres les plus diffusées figurent Masalikul Jinan, Les itinéraires du paradis, traite du soufisme, considéré comme l'un de ses plus grands livres. Tazawudu Sikar, le viatique des adolescents. Livre d'initiation résumant les 3 parties de la religion, Iman, Islam, Ihsan. Diawarou Nafis le joyau précieux traite de la jurisprudence islamique. Mawahibul Kudus, les dons du Très Saint, traite de la théologie islamique. Jazbul Kulub, l'attirance des cœurs, une ode dédiée au prophète. Il a également écrit un petit récit autobiographique en vers et en prose sur son arrestation et sa déportation au Gabon, intitulé Les dons du reconnaissant Djazaïou al-Chakour. Ces poèmes étaient ses seules armes contre l'arrogance coloniale. Héritage et influence. L'héritage d'Ahmadou Bamba est immense. Il a transformé la confrérie mouride en une force religieuse, économique et sociale influente
en Afrique de l'Ouest. Touba, la ville qu'il a fondée, est devenue un centre vibrant de la foi, de l'apprentissage et de la solidarité, et une capitale spirituelle majeure du Sénégal dont les prédictions de grandeur se sont réalisées. Ces enseignements, basés sur l'amour de Dieu, le respect des autres, l'humilité, combattre l'orgueil et le travail assidu, continuent de guider des millions de personnes à travers le monde. Il est non seulement vénéré comme un saint homme, mais aussi comme un symbole de résistance face à l'oppression coloniale et de la lutte pour la préservation des valeurs religieuses et culturelles africaines. Parmi ses disciples notables, Cheikh Ibrahima Fall se distingue par son dévouement total et a fondé le mouvement Baye Fall, qui met l'accent sur l'éthique du travail et du service. Ahmadou Bamba a enseigné la paix et l'unité, prônant une foi inébranlable en Dieu et une contribution de chacun au bien-être collectif. Il a pardonné à ses ennemis tout ce qu'ils lui avaient fait. De manière surprenante, seule une photo d'Ahmadou Bamba était initialement connue. Cependant, en 2020, 6 photographies inédites, prises probablement à Diourbel en 1918, sont apparues et ont été acquises par la confrérie Mouride en avril 2023, validant ainsi leur authenticité. La vie et l'œuvre de Serigne Touba continuent d'inspirer des millions de personnes, rappelant la puissance de la paix, de la résilience face à l'adversité et de la dévotion à la non-violence. Commençons par l'arrestation peut-être. Oui, ça se passe en août 1895, à Djewol, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, il faut dire, plusieurs convocations qu'il avait ignorées. C'était une manière de montrer sa non-allégeance à l'autorité coloniale. L'ambiance était à la suspicion. Donc, il est arrêté, puis transféré à Saint-Louis, le siège du gouverneur. Voilà, pour qu'une décision soit prise sur son sort. Et là, les sources mentionnent une réunion importante, le Conseil privé, en septembre 1895. Ce qui est fascinant, c'est que les documents insistent, il n'y a aucune preuve d'appel à la guerre sainte. Non, aucune. Et c'est toute l'ambiguïté en fait. Le Conseil privé ne retient pas de charge de sédition armée, mais son attitude, son influence, tout ça est jugé suspect. Suspect et potentiellement déstabilisateur pour l'ordre colonial. Exactement. Donc l'exil, ça apparaît comme une mesure politique, vous voyez, pour neutraliser son influence à distance, sans en faire un martyr direct avec une condamnation pour des motifs inexistants. Il y a cette anecdote aussi rapportée dans les sources. Sa prière juste avant de comparaître. Devant le bureau du gouverneur. Oui, un acte symbolique très fort, interprété comme une affirmation forte. Sa seule allégeance, c'est Dieu. Et ça marque toute la période, cette posture. Tout à fait. Le 21 septembre 1895, embarquement forcé. Sur le navire Pernambouc. Direction Le Gabon. le Gabon. Ce n'est pas un choix anodin. Ah non, pas du tout. Les documents décrivent le Gabon comme une colonie redoutée. C'était le lieu d'exil pour les résistants. Isolé, climat hostile, la nature sauvage. Envoyer quelqu'un là-bas, c'était presque... Enfin, sa survie était d'enjeu. Complètement. L'isolement était extrême. Il y a même cette histoire, rapportée par la tradition orale, de la prière sur l'océan pendant la traversée. Ah oui, parce qu'on lui aurait interdit de prier sur le pont. C'est ça. Mythe ou VLT, peu importe. Ça montre bien la dimension spirituelle de sa résistance face à l'oppression. Il va y passer 7 ans et 9 mois. D'abord Mayumba, 5 ans. Puis Lambaréné, 2 ans. Les descriptions des conditions à Mayumba sont terribles. Extrêmement dur, oui. Les sources convergent. Isolement total, livré à lui-même dans cette nature équatoriale hostile. Le climat, la faune, les maladies. Sans abri correct, sans ressources. Certains textes suggèrent même que l'objectif caché, c'était peut-être son élimination physique par ces conditions. C'est une interprétation, oui. Il y a aussi ce récit du taureau furieux dressé pour l'attaquer, qui serait mort subitement devant lui. Encore une histoire qui renforce sa dimension miraculeuse pour ses disciples. Et face à tout ça, comment il tient ? Qu'est-ce qui le soutient ? Sa foi. Les sources décrivent une constance inébranlable. Son refuge, sa force, c'est l'écriture. C'est pendant cet exil qu'il compose une grande partie de ses cassades. Ces fameux poèmes mystiques dédiés aux prophètes. Exactement. Ce n'est pas juste des prières, c'est une affirmation de son lien spirituel. Sa seule arme, pacifique, contre l'isolement, contre l'adversité. Il a eu quelques contacts quand même, non ? Très limité. Mais on sait qu'il a eu une correspondance avec Samori Touré, autre grand résistant, exilé là-bas aussi. Et puis finalement, le retour, en 1902. Après tant d'années et d'efforts pour l'isoler.
Pourquoi les autorités le laissent revenir? Alors, il y a plusieurs facteurs qui semblent se conjuguer d'après les documents. D'abord, les interventions de personnalités respectées, comme Cheikh Sidia Baba. Et à mobilisation de ses disciples aussi, j'imagine. Oui, constante. Sous l'impulsion de Cheikh Ibrahima Fall, notamment. Mais il y a aussi, et certaines analyses insistent là-dessus, un aspect économique. Ah oui, lequel? La chute de la production d'arachides. C'était vital pour l'économie coloniale. Et on l'attribue en partie à la démobilisation de ses disciples, qui étaient souvent agriculteurs. Intéressant. Et peut-être aussi qu'après 7 ans, son pacifisme était devenu plus évident. C'est possible aussi, oui, que l'administration ait fini par le reconnaître. Le voyage retour se fait sur le vil de Maceió. Arrivé à Dakar, 11 novembre 1902. Un événement majeur d'avoir les descriptions. Ah oui, absolument. Une foule immense pour l'accueillir, stupéfait, heureux de le revoir vivant. Beaucoup le croyaient mort, disparu. Loin d'être brisé, son aura est décuplée. Totalement. Paradoxalement, cet exil a renforcé sa légitimité, l'attachement de ses disciples. L'épreuve surmontée devient un symbole. Et d'ailleurs, ce retour triomphal, cet afflux de nouveaux disciples, ça va vite inquiéter à nouveau les autorités coloniales. Ce qui mènera au second exil en Mauritanie, dès 1903. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. Pour conclure sur cet exil au Gabon, il était pensé pour l'anéantir, mais il a sculpté la figure de Cheikh Ahmed Bamba en symbole de résistance. Résistance spirituelle, pacifique. Son endurance face à l'isolement, aux épreuves, est devenue centrale dans l'identité mouride. Un pilier vraiment. Et ça nous laisse avec cette question, peut-être pour réfléchir, comment une stratégie d'isolement, d'effacement, menée par un pouvoir, peut-elle finalement échouer à ce point? Et même, contre toute attente, amplifier le rayonnement de celui qu'elle visait et assurer sa postérité à travers les générations. Après un premier exil très dur au Gabon, Bamba revient au Sénégal en 1902. Il est acclamé, mais bon, l'administration coloniale le garde à l'œil. Oui, tout à fait. Ce retour de 1902 s'est perçu comme un miracle par beaucoup de ses disciples. Et son influence, elle grandit très vite. Forcément, ça inquiète à nouveau les autorités coloniales. Il y a des rumeurs, parfois disons, alimenté par des adversaires locaux, des jalousies. Et le résultat, c'est une nouvelle arrestation en 1903. Alors, ce qui est important de noter, et les sources même coloniales le disent, c'est qu'on ne retient aucun fait de prédication de guerre sainte contre lui. C'est plus son attitude générale et celle de ses disciples qui est jugée suspecte, quoi. Et donc, il est escorté par des tirailleurs, ces soldats locaux sous commandement français, et des spahis, la cavalerie indigène, vers une nouvelle destination. Et cette destination, c'est donc la Mauritanie. Pour 4 ans. On pourrait s'imaginer un isolement encore plus terrible, mais le contexte est différent du Gabon, n'est-ce pas? Là, il est confié à la surveillance d'un érudit mort, très respecté, Cheikh Sidia Baba. C'est ça. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Physiquement, l'environnement sahélien, c'est moins hostile que la forêt équatoriale gabonaise. Et c'est aussi un milieu, disons, plus familier pour un soufi. Mais attention, la surveillance reste constante, très étroite. Mais, et c'est le point clé, il n'est pas totalement isolé. Pas du tout même. Il fréquente d'autres maîtres soufis, il est respecté localement, on a même des récits de disciples qui font des voyages incroyables depuis le Sénégal, juste pour le voir. Ah oui. Donc, loin d'être réduit au silence, il maintient une forme d'activité en fait. Ça en dit long sur sa détermination, non? Ou peut-être sur les limites du contrôle? Ça montre surtout sa capacité d'adaptation, je pense, et la force de sa vocation spirituelle. Les sources indiquent clairement qu'il continue son enseignement. Il va même jusqu'à fonder une école en Mauritanie. Sa mission d'éducation, de guide spirituel, elle continue, malgré la contrainte. L'isolement géographique, ce n'est pas un silence forcé. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'assez fascinant, un paradoxe. Plusieurs sources placent justement en Mauritanie, vers 1904, un moment vraiment fondateur pour le mouridisme. Ahmadou Bamba aurait reçu en vision du prophète son propre wird, sa propre voix spirituelle, al-Wirdul Mahazouz. Comment on explique ça? Une période d'exil qui est censée l'affaiblir et qui coïncide avec une consolidation si forte de son mouvement. C'est une illustration assez incroyable de sa résilience, oui, et peut-être de cette capacité à transformer l'adversité. Finalement, l'administration coloniale autorise son retour au Sénégal en avril 1907. Mais sa liberté est encore très limitée. Il est d'abord assigné à résidence à Thiéchen, dans le nord. Les visites sont très contrôlées. Puis à Diourbel, à partir de 1912. Et là, il restera jusqu'à sa mort en 1927.
Petit à petit, les autorités semblent comprendre ou admettre qu'ils ne cherchent pas la confrontation armée. Alors, si on résume cet épisode mauritanien, qu'est-ce qu'on en retient? Ça montre vraiment une autre facette de la résistance de Bamba. Moins l'épreuve physique brute du Gabon et plus cette capacité à maintenir son cap spirituel, à renforcer son mouvement, à garder le lien avec ses disciples, tout ça sous surveillance, loin de chez lui. Une forme de résilience qui s'adapte à la contrainte, en quelque sorte. Oui, et ça soulève une réflexion, je trouve. Comment une période de mise à l'écart, même relative, comme ici en Mauritanie, peut devenir paradoxalement un moment de renforcement intérieur, de clarification d'une mission ou de structuration d'une communauté. C'est une question intéressante sur la force qui peut naître d'une adversité maîtrisée.